Dans ce nouvel épisode, j'accueille Christian Kotman. Christian va nous parler de la posture du vendeur et comment adopter et adapter la bonne posture face à un décideur. On va aborder avec Christian les 6 critères qui construisent la posture d'un vendeur, à savoir l'attitude, le comportement, la connaissance, la compétence, la motivation et les valeurs. Si vous souhaitez coacher vos commerciaux pour qu'ils soient de meilleurs vendeurs, sachez que les meilleurs coachs de vente qui sont passés sur le podcast peuvent désormais intervenir dans l'analyse de vos rendez-vous sur notre plateforme de vidéo coaching Vive. Enfin, je vous invite, dans les notes de ce podcast, à soutenir les héros de la vente via notre page Tipeee, où nous vous offrons plusieurs cadeaux en fonction de votre contribution. Bon épisode et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Kotman. Christian, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Christian, comme tous les invités, je vais te demander de te présenter. Alors, bien écoute, je m'appelle Christian Kotman, Christian Kotman, expert en négociation, vente et persuasion. Et puis, écoute, quoi te dire de plus si ce n'est que je suis heureux d'être aujourd'hui avec toi et de répondre à tes questions et d'y apporter toute la richesse de mon expérience par rapport à celle-ci. Très bien Christian, alors moi je t'ai connu sur LinkedIn, sur des lives que tu organises souvent sur des sujets sur la vente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces lives? Alors oui, effectivement, les lives sont nés d'une opportunité, mais aussi d'un désir qui est ancré en moi, le désir de transmettre et de booster les commerciaux, les vendeurs, les vendeuses, et tous ceux qui, le matin, quand ils se lèvent, vont vendre leurs idées. Car Abraham Lincoln disait que celui qui a une idée, mais qui ne sait pas la vendre, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Donc, j'en ai fait une vocation et au travers du live 100% vente, j'invite des opérationnels, des gens qui ont une expertise, directeurs commerciaux, conférenciers internationaux, des gens qui ont une maturité dans leur expertise pour donner des idées, des perspectives, des méthodes, des nouvelles technologies, des nouvelles idées pour appréhender le nouveau paradigme que nous vivons à travers la pandémie et les changements d'habitude et de comportement, ainsi que les nouvelles compétences que nous avons été contraints ou que nous avons développées par soi-même avec les nouveaux modes de travaux dans la prospection commerciale, dans l'entretien commercial, notamment vendre à travers un écran, notamment avec Jean-Philippe que tu as invité récemment. Voilà, donc en fait, voilà, pardon. Exactement, ouais, donc je vous invite à suivre ces lives. C'est un peu la même chose que les héros de la vente, sauf que c'est en vidéo, c'est interactif parce que vous pouvez poser vos questions. Et il y a souvent des invités de qualité, donc je vous invite à les suivre. Donc c'est les live 100% vente, c'est ça, hein? Exactement, The Live 100% vente, et puis aussi sur Clubhouse, j'ai ouvert une room qui s'appelle La chronique du vendeur impactant, avec des sujets d'actualité tels que la dernière, c'était comment convaincre, ou plutôt comment vendre sans négocier, imagine l'histoire. Et puis la prochaine, ça va sûrement être en B2B, redoubler d'audace et de conquête. Pour vous, ça veut dire quoi? Mais ça peut être aussi une prochaine comment dirais-je, une prochaine rubrique du genre quelles sont les 3 compétences ou quelle est la compétence que tu as développée pendant le confinement alors que tu étais en télétravail chez toi et que tu es vendeur, par exemple. Ça peut être ça aussi. Ok, ben écoute, merci pour cette introduction. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu as choisi. Donc tu voulais nous parler de la posture du vendeur. Pourquoi tu as choisi ce sujet? Parce que on a rarement l'occasion de faire une bonne première impression. Alors certains me diront mais c'est un basique. McKenna disait que la bonne impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Et on a rarement l'occasion de faire une bonne première impression, surtout la première fois, est attribuée à Coco Chanel, or certains l'attribuent à Henri Janson. Bref, qu'importe. J'ai pu
le vérifier tout au long de ma carrière. À travers ces 32 années de pratique commerciale, de développement commercial, d'apprentissage commercial, d'échecs et de succès, comme tu peux t'en douter et comme peuvent s'en douter nos amis, j'ai découvert un secret, et le secret est la toute première fois. Une chanson dans les années 80, c'était toute première fois, toute première fois, etc. Et effectivement, il y a une première fois. Et là, il faut pas se louper. Et la posture est l'outil qui te permet de, de, de booster la perception que la personne aura de toi en quelques instants. C'est hyper important. Avant même que tu ouvres la bouche, la personne a déjà évalué sur une perception, sur une résonance immédiate que l'on peut décrire via les neurones miroirs, qu'on appelle plus communément l'empathie cognitive instantanée. Et là, les gens déjà se font une première idée de toi alors que tu n'as pas ou à peine ouvert la bouche. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur la posture. Ouais, c'est intéressant cette notion d'empathie cognitive instantanée. Je ne la connaissais pas, mais ça fait écho en moi, notamment avec les derniers épisodes que j'ai faits, et notamment sur la vente à travers un écran, où finalement tu te rends compte qu'aujourd'hui, investir un peu dans un bon micro, dans une bonne caméra, pour améliorer en fait la qualité d'image de ta visioconférence, en fait, ça a un impact qui peut être assez important parce que tu passes tout de suite pour quelqu'un de professionnel et t'as pas une image dégradée, un son dégradé et dans ta cuisine, si tu veux. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train de mettre ça en place chez moi, mais je suis en train de me dire finalement aujourd'hui, le commercial, il doit devenir limite un YouTuber, tu vois. C'est limite si on n'arrive pas là-dessus. Bon, là, on va parler pas que de la vente à distance, on va parler de d'autres choses, mais je vois bien ce que tu veux dire par faire un bon effet dès les premières secondes par une posture. Alors là, je parle plutôt de la forme que du fond, mais je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Alors, la forme est très importante puisque les deux premiers critères de la posture, d'ailleurs, s'attachent sur la forme et sur le fond, mais les deux premiers critères sont l'attitude, le comportement, mais n'oublions pas que dedans, il y a les dress codes et les nouveaux Oui. dress codes qu'attendent un client potentiel lorsque tu le contactes au travers et à travers d'un écran. Voilà, donc j'ai appris, pour ne rien te cacher, c'était pas prévu que je te parle de ça, mais j'ai appris une chose, c'est que, bon, quand je fais des visios, j'en ai fait moult visios depuis le début de la pandémie, tu t'imagines, des visios Zoom et Teams, et j'ai constaté que quand je laissais le fond naturel de mon bureau, c'est-à-dire, tu vois derrière moi un drapeau américain que j'ai acheté en souvenir de vacances à Manhattan, j'ai tout de suite remarqué que les gens étaient attirés par le drapeau américain derrière moi. Et C'est vrai. souvent, les gens me posent la question, mais pourquoi un drapeau américain? Et forcément, même si la question est bienveillante, là je parle des dress codes et des codes visuels, donc les nouveaux codes visuels, forcément il y a quand même une clivance. Il y a un instant clivant, soit positif, soit négatif. Mais tout de suite, déjà, tu attires l'attention. Donc, attirer l'attention, oui, mais pas avec tout le monde. C'est-à-dire pas avec tout le monde de la même manière. Ça dépend à qui tu t'adresses, et en fonction du public à qui tu t'adresses, au niveau des dress codes visuels, tu vas pas mettre les mêmes choses. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tu noteras que quand tu regardes mes lives 100% vente, ils sont faits dans ma véranda, avec un mur derrière parement provençal, une plante, un petit comment un petit carré lumineux où il y a marqué The Live 100% avec ma pub, point barre, un coussin, un truc très dépouillé, afin que tout le monde puisse s'y retrouver. Finalement, c'est un peu comme ceux qui veulent vendre leur maison avec maison à vendre. On leur invite à faire du home staging, c'est-à-dire à dépersonnaliser à fond leur maison pour que les gens puissent se projeter au travers d'un univers neutre ou chaleureux correspondant aux nouvelles tendances et aux nouveaux codes. Eh bien, dans le visio rendez-vous, dans la posture, c'est la même chose. Ouais, très bien. Juste, Christian, attention, tu dois avoir un onglet LinkedIn ouvert parce qu'on entend les notifs LinkedIn C'est de gens qui doivent noté, t'envoyer des je, messages. je ferme immédiatement tout ce qui est LinkedIn, c'est fait. Ouais, Voilà. c'est les joies de l'enregistrement à distance.
Oui, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais sur la présentation de tes lives, moi je les ai trouvés très pro, effectivement, avec un cadre très, très pro, hein, et ça, c'est quelque chose peut-être qu'on ne fait pas assez attention. Tu nous as parlé de deux critères, attitude, comportement. Alors, tu m'as dit en off, en préparant l'épisode, que tu voulais aborder en fait 6 critères qui font la posture du vendeur. Est-ce qu'on Mhm. peut revenir sur ces deux premiers critères, l'attitude, le comportement? Est-ce que on a des choses à conseiller aux commerciaux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, manifester mon affection vers cette population que je chéris tout particulièrement, que sont les vendeurs et les vendeuses, et les héros de la vente au quotidien, et leur apporter tout mon soutien moral à travers ce qu'ils vivent. Je dis pas que forcément ils vivent des mauvaises choses, mais à travers ce changement qui parfois nous prive de liberté, nous qui sommes épris de liberté quand nous allons voir nos clients en voiture ou les rencontrer sur des salons professionnels, etc. Donc, je voulais leur apporter mon soutien. Donc, en premier lieu, dans la posture, il y a l'attitude. L'attitude, c'est ce que je suis. Ensuite, le comportement, c'est ce qui va confirmer ce que je suis. C'est ce que je fais. L'attitude, ce que je suis, est très important parce que, même primordial, parce que les gens vont vous évaluer d'abord là-dessus, sur votre attitude. Est-ce qu'il a une attitude d'une personne que j'ai envie de fréquenter, avec même lequel je souhaiterais déjeuner à midi, voire même, je pousse le bouchon un peu loin, mais voire même passer les vacances avec. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de se taper de mettre la main derrière le dos du client, mais c'est d'avoir cette approche un peu anglo-saxonne tout en restant très professionnel, parce que c'est ce que le client attend de toi en termes d'image, l'attitude professionnelle, mais en même temps friendly. Tu maîtrises ton sujet, mais tu es décontracté et tu es heureux de rencontrer le client. Heureux de rencontrer, de rentrer dans son univers, heureux qu'il t'invite. Donc cette attitude doit être extrêmement positive. C'est un mot galvaudé, l'attitude positive ou la positive attitude, mais ça veut dire ce que ça veut dire en termes d'attitude. C'est ce que le client, le prospect, le client potentiel, et ensuite dans le suivi client, pas seulement la première fois, mais après, attend de toi. C'est que tu sois conforme à la posture que tu as donnée lors du premier rendez-vous et en termes d'attitude qui a fait que la confiance est née immédiatement entre les deux parties. C'est ce que le Ouais, client veut et garder. L'attitude. c'est c'est vrai qu'on en parlait lors d'un épisode avec Nicolas de Vizir, qui est directeur commercial dans une entreprise. Il m'expliquait qu'ils essayaient de mettre énormément d'attention sur les échanges entre les rendez-vous, parce que tu peux aussi être décontracté, maîtriser ton sujet pendant une visio ou un appel téléphonique. Mais entre-temps, les échanges, par exemple par mail, ne pas être très pro, c'est-à-dire pas être très réactif, oublier d'envoyer la doc que tu as promis à ton prospect, euh, envoyer du contenu finalement pas très personnalisé. Et ça, il faut effectivement, tu fais bien de le souligner, mais par exemple, un conseil moi que je peux donner, quelque chose qui marche très bien, c'est que j'aime bien envoyer moi des vidéos assez personnalisées une fois que le premier rendez-vous est fini, pour récapituler ce qu'on s'est dit, synthétiser le rendez-vous par exemple. Alors, il ne me semble pas, j'ai la conviction que ta posture là-dessus, pour le fait, est très professionnelle. Euh, Personnellement, en tant que client, j'apprécie et j'apprécierais que quelqu'un m'envoie une courte vidéo me rappelant la synthèse de celui-ci, et ce qui finalement permet de préparer l'avenir. En fait, dans un entretien physique, avant, nous avions ce qu'on appelle les salutations, les salutations cordiales avec ce qu'on appelle la reformulation de ce qui a été acquis pendant l'entretien, la préparation de l'avenir avec un rendez-vous ou un point phoning dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent, et on refixe un rendez-vous à nouveau pour continuer sur tel ou tel projet, etc. Ou une démonstration produit ou l'invitation à une ronde. Et là, finalement, ce que tu fais là, c'est tout simplement dématérialiser ce qu'on faisait avant en physique. Et je trouve ça hyper professionnel. Moi, pour ma part, en tout cas. Voilà, bah, je vous conseille de le tester déjà. Ça prend quelques minutes. Vous enregistrez avec Loom, par exemple, une petite capsule vidéo pour synthétiser le rendez-vous.
en général, ça plaît. Enfin, c'est le retour que j'ai eu des clients ou des prospects avec qui je travaille. Est-ce que tu veux qu'on aborde le sujet du comportement, Christian? Oui. Alors, très succinctement, le comportement, et Oui. comme je t'ai dit, c'est ce que je fais ensuite. Bien souvent, on peut dire des choses, donner une bonne première impression, mais le comportement vient en dissonance avec la bonne première impression. Pour ça, j'ai deux exemples à te citer. Le premier exemple, c'est quand j'étais premier vendeur de France chez Le Compas, les annuaires professionnels B2B Le Compas, KOMPA2S, en 2005-2006. J'étais, je dirais, au top du top. Je faisais beaucoup de nouveaux clients. Et j'avais un problème, c'est que j'avais la pression sur moi du résultat. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de commerciaux qui ont la pression du résultat et des objectifs, que je refourguais, pour le coup, sur les prospects potentiels, sur mon pipe, sur mon frigo, entre guillemets, client. Et je faisais une bonne première impression avec une bonne attitude dès le départ. Là, on se quittait avec une très bonne impression. Quelquefois, et ça arrivait plus d'une fois d'ailleurs, nous devions nous revoir, nous devions convenir d'un deuxième rendez-vous, ou nous devions nous relancer le client parce que l'associé n'était pas là, ou parce que il y a eu un impondérable. Alors je me posais la question, est-ce que j'ai mal qualifié mon prospect pour que je sois obligé de le relancer, ou que je sois obligé d'avoir l'accord d'un associé pour une décision? Je faisais bien attention, mais parfois ça m'arrivait. Et donc le client te laissait, et tu étais resté sur une bonne impression. Il te disait, voilà, rappelez-moi le 15. Et puis tu rappelles le 15, donc tu, euh, tu ronges ton frein pendant 15 jours. C'est l'affaire qui va peut-être faire ton mois. Donc tu vas, et le 15e jour, à 9h pétantes du matin, tu rappelles le client. Et là, le client n'est pas là. Réunion. Bon, ok, tu te dis, allez, t'as la journée, Christian. Sois patient, voyons. Tu relances à 11h30, 35, 40. Ah, il vient de partir. Bon, tu te dis, bon, ok. Et là, tu commences finalement, ton imagination commence à interpréter une situation qui n'est pas forcément la réalité, mais c'est ton imagination. Elle est basée sur ton expérience, elle est basée sur ton passé, et donc, elle se base bien souvent sur les expériences négatives et non pas positives. Et là, tu commences à te poser la question. Non, il m'a pas fait le coup, il m'a pas dit de le rappeler tel jour pour ne plus me reprendre au téléphone, c'est pas possible. Non, non, non. Tu attends la journée, et en fin de journée, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, le client est toujours pas là. Tu te dis, bon, je vais pas lui foutre la pression, je vais rappeler dans 48 heures. 48 heures après, j'appelais. Ah, il vient de partir. Ah, il est pas là. Ah, il est malade. Ah, il est en entretien. Ah, il est en réunion marketing. Ah, il est en rendez-vous client. Ouais, donc tu Et finis après, ghosté. Et après, bah ouais, je vois que ça te parle, hein. Et après, bah, du coup, ça continue, ça continue. Et au bout de 3 semaines, après avoir relancé le client tous les 48-72 heures, le client est informé et commence à te trouver passablement dans ton comportement, passablement emmerdant, passablement gonflant. Et l'image qu'il avait de toi, qui était très positive au départ, eh bien, devient complètement négative. Et tu es persona non grata, tu es blockbusté. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que tu le harcelais. Mais entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Le client voulait toujours travailler avec toi. Il avait toujours l'intention de travailler avec toi, sauf que il a eu un impondérable, il a eu son associé qui a eu une crise cardiaque, ou il a eu son associé qui est resté une semaine de plus à l'étranger, ou il s'est engueulé avec sa femme, ou il est en instance de divorce, ou il a perdu sa grand-mère, ou il y a un gros client qui l'attaque au prud'homme, ou n'importe quoi, ou il a un dossier qui a émergé, qui est hyper important, qui fait l'affaire du siècle pour lui. Du coup, toi, tu es passé de niveau 1, tu es passé à niveau 5, mais tu es toujours dans ses priorités, mais pas prioritaire. Et toi, dans ta tête, tu t'imagines, tu te fais des scènes. L'expérience voulant finalement que, voilà ce que l'expérience m'a apprise, marcher au rythme du client. Et si le client te balade, bon, eh bien, passe à autre chose. Ne focalise pas ton énergie dessus. Parce que le client, peut-être qu'un jour il reviendra vers toi. C'est quand même dommage de lui foutre une pression. Tout ça parce que tu dois faire des objectifs, et que le client dise merde, je le trouvais sympa, mais finalement c'est un gros con. Voilà le comportement. En partie. Une deuxième D'accord. expérience.
Pardon, excuse-moi, Donc une là, deuxième expérience, c'est ouais. quand je voulais être nommé formateur national chez Compass. Je suis arrivé le torse bombé, j'étais premier vendeur de France pour la deuxième année consécutive sur 70 commerciaux. Et ma vocation, c'est de transmettre, c'est de booster, c'est de donner les énergies. J'aime être un entraîneur. J'ai plus des capacités d'entraîneur, de coach que de manager. J'ai accepté cette compétence parce que bon, comme tout le monde, je voulais mon bâton de maréchal, mais bon, j'ai bien vu que le management n'est pas fait pour moi. Donc, je voulais être un entraîneur, j'étais plutôt doué pour ça. Et je suis arrivé dans le bureau parce qu'il y avait le poste qui se libérait. Et je suis arrivé le conquérant dans le bureau de la directrice commerciale. Sauf que je me suis fait avoir comme un bleu, puisque je suis arrivé le torse bombé, hein, la chemise entrouverte et la chaînette en or presque, avec la Rolex. Et puis finalement, ce que je ne savais pas, j'aurais dû faire une enquête, c'est que la directrice commerciale avait nommé son mari responsable de la formation. Je te dis pas, je suis ressorti le torse tonté, enfin je suis à rentrer le torse bombé, pardon, je suis ressorti les pieds devant. Hein. Voilà, il faut faire attention à son comportement. D'accord. Donc là, on a vu les deux premiers critères qui font une posture, donc l'attitude, le comportement. Donc ça veut dire qu'il nous en reste 4. Est-ce que tu crois qu'on arrivera à les caser dans l'heure du podcast? Oui, très rapidement, il reste combien de Ouais. temps? Bah, non, mais il te reste une trentaine de minutes. Oh, c'est bon, on les case rapidement. On les case, Vas-y. ouais. Donc, quelle est selon toi le troisième critère qui font une posture de vendeur? La connaissance. Connaissance du produit, connaissance du marché, connaissance du client, connaissance de son marché aussi, Ouais, connaissance de la vente, des techniques de négociation, tout ce qui inclut la connaissance dans ton expertise et qui va te permettre de paraître compétent devant ton client. d'accord. Donc là, le conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est ne négligez pas la veille sur votre marché, euh, la lecture, les contenus. C'est pour ça que dans ce podcast, à chaque fois, je demande quels sont les contenus que nos invités nous conseillent. Mhm. Mais c'est important d'entretenir une connaissance sur pas seulement son produit, mais sur l'écosystème dans lequel on est. Exactement. Et c'est ce que je me suis attaché à faire toute ma vie. D'accord. Bah, écoute, pour celui-là, tu as été assez vite sur, Parce qu'il sur y a, ce il y a la critère-là. manière. Ouais. Donc, tu veux qu'on passe au prochain critère? Exactement. Vas-y, on t'écoute, Christian. Alors, c'est la connaissance qui va amener à un tour de main à une expérience qui s'appelle la compétence. La compétence, c'est effectivement ce que tu as acquis sur le terrain, tes succès, tes échecs, ta réflexion, les trucs et astuces qui t'ont permis d'aller plus vite dans le process, qui t'ont permis d'obtenir des accords assez profitables, qui te permettent finalement d'avoir une légitimité devant le devant le client potentiel. Un peu comme l'image de ce médecin qui m'a pas du tout rassuré quand au début de la pandémie, je suis allé voir mon médecin et je lui ai dit mais alors, comment soigne-t-on docteur, comment soigne-t-on le coronavirus? Il me dit écoutez, je sais pas, prenez les Doliprane. Euh, là, bon, objectivement, le brave homme, je ne vais pas lui jeter la pierre parce qu'effectivement, c'était au tout début, il n'en savait rien et tout le corps médical était sur plusieurs hypothèses. Mais même si aujourd'hui ils sont pas encore vraiment faits, puisqu'il y a des variants qui tous les jours naissent des profondeurs de je ne sais pas d'où, mais bon, bref. Et finalement, ça m'a pas très rassuré parce que les 10 jours qui ont suivi, j'ai souffert, j'ai vraiment souffert, et j'avais peur, quoi. J'avais peur d'y passer, de passer l'arme à gauche, quoi. Ah ouais. Et, euh, et de savoir que j'étais soigné au Doliprane, ça m'a pas beaucoup rassuré. Hein. Ouais. Donc, être compétent aux yeux du client, c'est hyper important parce qu'une fois que le client sait que tu es compétent, bon, eh bien, dans le climat de confiance, ça aide beaucoup, moi, je trouve. Hein. Ouais. Souvent, on dit pour être compétent dans la vente, il faut vraiment avoir de l'expérience, faire énormément de rendez-vous, etc. Comment on peut accélérer l'acquisition de compétences, par exemple, quand on a un jeune vendeur? La passion.
Si, enfin, comment te dire? Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai écrit un post il y a plusieurs mois en arrière qui m'a valu la vindicte de quelques commerciaux. Et après, je me suis vu dans l'obligation de changer le titre. C'était au Ouais. départ, pourquoi 80% des commerciaux sont mauvais et font-ils perdre de l'argent aux clients, aux entreprises. Et finalement, j'ai changé ça par pourquoi 80% des commerciaux ont de mauvaises habitudes. Je dirais plutôt que 80% des commerciaux ont de mauvaises habitudes. Il n'est pas étonnant d'entendre souvent que c'est le 80-20 ou le 20-81, les 20% de commerciaux qui font 80% du chiffre d'affaires. Et je prétends et j'affirme que c'est vrai, et pas complètement, puisque en réalité, ça serait entre 5 et 10%. La majorité des commerciaux le font parce que certains sont à l'aise au niveau relationnel, d'autres le font parce que il faut le faire. On est ingénieur, on fait ingénieur commercial, ingénieur technico-commercial. On fait la vente parce que on aime bien les relations humaines, je l'ai déjà dit, qu'on a la parole facile. Et puis on est dans, je dirais, le ventre moyen, le ventre mou de la force commerciale, c'est-à-dire qu'on arrive à ses objectifs plus ou moins avec succès. Parfois on les dépasse avec un coup de bol, une grosse affaire. Euh, mais je peux aussi comprendre ça. Parce que le monde tel qu'il était fait jusqu'à aujourd'hui était uniquement orienté résultat et pression sur les résultats. Et que souvent les managers le sont plus parce qu'ils ont obtenu d'un grade. Je ne dis pas la totalité des managers, bien entendu, en consentande. Il y a des managers qui le font par vocation. Et les managers qui, eux, le sont parce que, c'est une opportunité ou dans leur carte de visite, ils vont mettre manager ou dans leur CV, ça va leur servir à l'avenir. Mais ceux qui ne le sont pas par vocation, bien souvent, retransmettent la pression du comité de direction sur leurs commerciaux, qui eux-mêmes retransmettent la pression sur leurs clients. Et puis, bon an, mal an, ils arrivent plus ou moins à avoir des résultats. Moi, c'est ce que j'appelle le ventre mou. Mais en réalité, aujourd'hui, si tu veux vraiment acquérir des connaissances et des compétences, plus tu es passionné, plus tu grandis vite. En fin de compte, en te formant toi-même, en t'auto-formant toi-même, et pas seulement en regardant des tutos. J'ai fait d'ailleurs un post récemment sur tutos gratos, craignos. Moi, je regarde des tutos aussi, comme tout le monde, mais c'est pour me donner envie ou pas d'aller plus loin avec le professionnel qui est les tutos. Donc, ceux qui sont passionnés, comme les bouquins, tu vas me demander tout à l'heure quels sont les bouquins, j'en ai plein à te dire, j'ai des références de bouquins inimaginables, eh bien, ça m'a aidé à grandir. Ça m'a aidé à grandir parce que je les ai immédiatement expérimentés. Et le peu de formation que les entreprises me donnaient, m'offraient, eh bien, je les exploitais à fond. Je notais plus que quiconque toutes les réflexions, toutes les remarques, je les analysais et je les expérimentais sur le terrain. Et c'est comme ça que de inconsciemment compétent, je suis devenu consciemment incompétent pour devenir ensuite consciemment compétent et, à force d'exercice, ça s'appelle la compétence, inconsciemment compétent. C'est-à-dire que ça devient une seconde nature. C'est nourrir, entretenir, développer des réflexes. Si tu n'as pas cette passion chevillée au corps, cette croyance, cette appartenance chevillée au corps, tu vendras, mais tu feras partie, je dirais, des commerciaux moyens. Et je peux te garantir que les commerciaux est une population que j'affectionne, mais très, très particulièrement. J'aime les vendeurs et les vendeuses, et que c'est pas du tout une accusation infondée, quoi que ce soit. C'est un constat de dire que la moyenne, 80% des commerciaux, sont dans la moyenne, et que Ouais. seulement à peine 20% sont au-dessus du lot. Non, mais c'est un constat hein, qu'on a déjà fait sur ce podcast et c'est même Ah bon? prouvé par des statistiques. Notamment, j'ai invité le cabinet RH Up2 qui, lui, nous explique que 2 tiers des commerciaux en France maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis, la règle des 80-20. Mais c'est un challenge hein, pour les directions commerciales. C'est comment tu arrives à tes top vendeurs, comment tu arrives à transposer leurs connaissances au ce que tu appelles le ventre mou et essayer d'avoir une meilleure homogénéité dans les compétences de ton équipe commerciale. Et ça, c'est un peu, comment dire, c'est un peu le challenge de toute direction commerciale. Hein. C'est, ok, j'ai des top vendeurs, j'ai un ventre mou, j'ai des vendeurs qui sont moins bons. Comment j'essaye de mettre tout le monde à niveau en essayant de se rapprocher des top commerciaux de mon équipe, quoi.
Exactement. Et 50%, ça, un champion olympique, un champion du monde, il s'entraîne 50% de son temps. Comment il s'appelle le haut perchiste là qui est revenu en sautant 6 mètres à Lille? Lavinelli, Comment? Lavinelli. Lavinelli. Bon, il était un peu hors course ces derniers temps. Il s'est réentraîné. Il faut savoir que derrière chez lui, il a une mini piste de saut où il s'entraîne à l'heure de l'apéro, hein. Ouais, Bon, eh bien, non, mais c'est vrai, à l'époque où Laurent Manodou était 4 fois champion du monde, 2 fois médaille olympique, je sais plus combien de fois, il travaillait à peu près entre 5 et 6 heures par jour la flottabilité de ses mouvements, plus 1 heure et demie de musculation par jour. Je suis désolé, si tu veux être un champion, faut t'entraîner. Point barre. ouais, là aussi, on en a parlé dans le podcast, mais c'est vrai que si tu prends l'analogie du sport, les sportifs s'entraînent 90% de leur temps pour performer 10%. Et dans la vente, c'est souvent l'inverse, quoi, hein. Tu t'entraînes 10% de ton temps pour être sur le terrain 90% du temps, quoi. Ouais. Très bien. Écoute, il nous reste encore quelques minutes pour aborder les deux derniers critères qui font une posture, la posture du vendeur. Mhm. Donc, tu m'as dit en off que tu voulais parler notamment de la motivation. Mhm. Est-ce Alors, que tu peux nous... Voilà. et valeur. Motivation et valeur. En fait, motivation, j'irais plutôt dire stimulation. D'accord. Motivation, c'est extérieur, hein, c'est facile à dire, hein, voilà, il y a un concours. Eh bien, écoute, si tu atteins 120% de l'objectif et tant de points de marche supplémentaires, tu gagnes une semaine en équipe avec ton chef bien aimé. Tu vas, je sais pas moi, tu vas au Costa Rica, où tu passes une semaine aux Antilles, etc. Bon, voilà, ça c'est les motivations sur un produit, une gamme de produits à promouvoir, un article qui n'est pas très demandé par les clients et qui est en stock. Bon, bref, il faut vendre à tout prix. C'est ce genre d'incentive que j'avais l'habitude de gérer quand j'étais commercial, quand j'étais vendeur, pardon. Euh, mais la stimulation, c'est ce qui est intrinsèquement lié à ce qui te fait lever chaque matin. Pourquoi tu te lèves? En fait, qui correspond à ton why, tout simplement. Voilà, le why. Et là, pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Et je me levais quand j'étais vendeur le matin avec cette envie de vaincre, de conquérir et d'être le meilleur. C'était à l'époque, mon why. Maintenant, mon why a beaucoup changé. Mon why est plutôt l'idée de transmettre, de booster, de relever les gens. Un peu un bon samaritain, mais motivateur. Et en même temps formateur. Mais à l'époque, c'était d'être le meilleur, d'être le numéro un. C'est ce qui me motivait. Donc ça, c'est le stimuli intrinsèquement lié à mon histoire, à mon envie d'être le meilleur, d'être le plus beau, d'être le plus fort. Et pour finir, les valeurs. Qu'est-ce qui aujourd'hui me porte comme valeur et qui va faire qu'il y ait une résonance avec celle de mon client? Et ce sont les valeurs, je dirais, de courtoisie spirituelle, les valeurs du sport, les valeurs qui sont profondément ancrées dans mon âme, dans mon cœur, dans mes engagements, et qui portent aussi les valeurs au travers de mon sentiment d'appartenance aux marques, à la marque de l'entreprise et à ses produits, que je vais transmettre à travers ma posture en général à mon client, qui doit faire résonance chez mon client. Et comprendre aussi du coup les valeurs de mon client. Voilà. D'accord. Donc, ça, effectivement, c'est un conseil là aussi qu'on peut donner, c'est réfléchir à ce que tu appelais le why, pourquoi tu fais ce métier. Mhm. Et ça te permettra de découler des valeurs et des valeurs que tu as. Est-ce que ça correspond bien à ce que tu fais? Et tout ce dont on a parlé depuis le début, c'est ce qui va faire la posture du vendeur que tu es. Et c'est ce qui va te permettre de t'aider à performer. Exactement. Écoute, très bien. Christian, est-ce que tu vois autre chose à ajouter sur ce thème de la posture? Ou est-ce que selon toi, on a déjà donné des bons, comment dire, les bons critères pour avoir une posture qui fait qu'on vend mieux et qu'on vend plus? Je dirais qu'on a déjà dressé l'ensemble des caractéristiques et du bénéfice que tu peux en tirer dans ta relation avec ton client. Et moi, je suis en tout cas tout prêt
à réêtre interviewé une prochaine fois parce que, bon, personnellement, j'ai beaucoup de choses à dire. Est-ce que je me mets en avant? Je suis pas sûr. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que j'ai beaucoup de choses à partager. J'aime passionnément la vente, j'aime passionnément la relation humaine, j'aime passionnément les gens et les vendeurs et les vendeuses. Et j'ai tellement envie de leur transmettre que, effectivement, je dis pas que je suis un puits sans fond, mais je pourrais parler du sujet pendant des heures avec toi. D'accord, bah écoute, si tu veux repasser dans le podcast, pas de souci, hein, c'est possible, c'est même bienvenu si tu veux C'est traiter bon. d'autres sujets. Ah bah alors là, il y en Euh, a. Oh, il y oh. en a des sujets. Ah. Ben, écoute, on n'a pas encore fini, hein, j'ai encore des questions pour toi ça va nous permettre de voir justement cette passion que tu as sur la vente. Est-ce Mhm. que tu en as parlé un peu tout à l'heure du contenu, des bouquins, des podcasts, des vidéos que tu regardes? Est-ce que tu as des choses à nous proposer, à nous conseiller si on veut progresser sur ce sujet qu'est la vente? Bien sûr. Alors, j'en ai plusieurs. Est-ce que vous êtes prêts à noter? Allez, je prends des notes et je les mettrai dans les notes du podcast. Bien. Alors, donc, bien entendu, Vendeur d'élite de Michael Aguilar. D'ailleurs, j'ai acheté la première édition, c'était en l'an 2000. Ouais. Voilà, à l'époque, j'ai encore la première édition de l'an 2000. Hein. Tu t'imagines le long-seller. Hein. C'est même plus un best-seller, hein, c'est un long-seller. Ensuite, alors c'est assez américanisé, mais c'est quand même bon. Très bon pour le moral. Le petit livre rouge de la vente de Jeffrey Gitomer. Jeffrey, bon, je te lis pas l'orthographe, hein, tu vois. Ouais, j'irai le chercher, ouais. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Comment alors convaincre en moins de 2 minutes de Nicolas Bootman, Bootman. Convaincre en moins de 2 minutes aux éditions Poche Marabout. Ensuite, j'ai Négociator, qui est sorti il n'y a pas longtemps, de Marwan et puis de comment il s'appelle déjà là. Ah, ah là là, l'ancien négociateur du RAID, Négociator aussi. Négocier et défendre ses marges de Philippe Corda. Alors, Négocier et défendre ses marges de Philippe Corda aux éditions Duno ou Erol, je crois. C'est un très bon livre pour apprendre les bases de la négociation universelle. Où là, tu apprends les 5 règles d'or de la négociation universelle. D'ailleurs, je vais te livrer la première règle, qui n'est pas les 5 règles d'or, mais qui est la règle numéro 0. La règle numéro 0, c'est en négociation, toute négociation finit par un compromis. C'est pourquoi il ne faut jamais commencer une négociation par un compromis. Sinon, t'es mort. D'accord. Ensuite, un livre que l'on m'a offert récemment, puisque je l'ai invité dans The Live, c'est À la conquête de LinkedIn de Christopher Piton. Là, j'encourage beaucoup les commerciaux qui sont en télétravail, les vendeurs, vendeuses en télétravail, à mettre à jour leur profil LinkedIn, mais aussi à le booster et apprendre à approcher leur marché au travers leur profil, mais surtout au travers d'une stratégie de branding personnel qui passe par LinkedIn, par Instagram s'ils le souhaitent, par Facebook s'ils sont vers le retail, vers le B2C, et aussi par le nouveau réseau social en vogue qui s'appelle Clubhouse, dans Ouais, lequel Limunroom. c'est vrai que ton profil LinkedIn aujourd'hui, en fait, ça devient un site internet sur ta marque personnelle. Et Mhm. effectivement, il faut faire attention de mettre les bonnes images, les bonnes références. Il faut passer un peu de temps dessus et parfois on oublie un peu ça et pourtant c'est la première porte d'entrée de beaucoup de tes prospects en fait. Exactement, exactement. Et puis un dernier livre que l'on peut aussi conseiller aux vendeurs qui nous écoutent, qui est le livre de Robert Cialdini, qui est le deuxième livre, qui s'appelle Pré-Suasion, comme persuasion, mais sauf que c'est écrit Persuasion. Le pouvoir de l'influence commence avant qu'on ait prononcé le premier mot. Et là, je suis bien d'accord. Ça rejoint un peu la posture d'ailleurs.
Ça revient à ce que tu disais au début du podcast, effectivement, la première impression, l'importance de la première impression. Ouais. Exactement. Bah, écoute, merci, tu m'as donné beaucoup de références. D'habitude, j'ai un bouquin. J'en ai une bonne, j'ai une bonne, j'ai des bonnes références pour lire. Pardon, mais bon, enfin, à un moment donné, faut en laisser pour les autres. Ouais, ouais, voilà, laisse-en un peu. Est-ce que tu as des outils ou des routines qui t'aident à être performant au quotidien dans ton travail ou dans ta Et vie de tous les jours? oui. Alors, pareil, c'est surtout des outils, je dirais, qui utilisent le digital. Ouais, Alors, j'utilise pour mes animations, alors pour faire des nuages de mots, notamment pour animer des réunions, pour faire des sondages, pour connaître une tendance, j'utilise pas Klaxoon, j'utilise pas Bicast, j'utilise un outil qui est très simple, qui s'appelle Menti, comme tu m'as menti, mais attaché Meter, Meter, Mentimeter, voilà, ok. qui est un Je accès connaissais pas gratuit. celui-là. Pardon? Je connaissais pas celui-là. Sinon, bah là, tu connais, hein, j'utilise Calendly aussi pour organiser des rendez-vous. Ouais, Calendly que j'utilise notamment quand je veux offrir 30 minutes de coaching gratuit pour faire une évaluation d'une situation commerciale. Voilà, c'est ce que je propose à pas mal de posts que je fais. Tu aimes mes posts, tu me suis, je te propose un rendez-vous de 30 minutes. Et puis bon, l'abonnement Calendly, parce que c'est un abonnement payant, me permet de poser autant de questions que je veux pour préparer le rendez-vous et en même temps me permet de relancer par SMS et par mail la personne qui a pris rendez-vous avec moi pour lui rappeler le rendez-vous qu'elle a pris. Voilà. ouais. Donc, Et ça, tu as constaté en faisant ça que tu avais un peu moins de ce qu'on appelle les no-shows, les gens qui ne viennent pas au rendez-vous. coup-ci, coup-ça, hein. Ouais, Ouais, coup-ci, coup-ça, hein. Mais bon, c'est un outil qui est assez confortable. ouais, J'utilise, bon, Zoom, bon, ça que tout le monde connaît. J'utilise Canva, Canva, l'application pour faire de la création alors que ce soit de logos, que ce soit d'affichettes, que ce soit de bannières, que ce soit un peu de tout, même de vidéos, très très ludique. Mais j'ai aussi un abonnement payant parce que là, ça ouvre des possibilités inimaginables. ouais. Canva. J'utilise aussi pour détourer les images Remove, remove.bg, remov.bg, enfin Remove quoi, c'est télécharger une image pour détourer et puis uniquement mettre la personne en avant sur une présentation par exemple. Voilà, quand tu fais une présentation PowerPoint ou Canva, bon ben là tu as juste l'image de la personne, ça détourne tout ce qui est autour. Je trouve ça plutôt sympa. J'utilise aussi qu'est-ce que j'allais dire? Filmora, Filmora Ouais, pour faire mes vidéos, faire mes montages vidéo avec ok. des animations, des effets spéciaux, des transitions. Au fur et à mesure, ça me permet même de faire des teasings dignes des teasings d'Hollywood. Donc c'est plutôt sympa. Et pour faire mes montages vidéo, notamment mes capsules caféinées du mercredi matin, donc j'utilise Filmora. Puis j'en ai d'autres que je dois mettre à l'essai, mais je t'en parle pas parce que je les ai pas encore essayés, donc pour l'instant. D'accord, bah écoute, là aussi, t'as été assez prolixe, hein. On a pas mal d'outils à tester pour ceux qui connaissent pas. Filmora, ouais, j'ai vu passer ça, Canva bien sûr. Mais par contre, c'est le détourer les images, comment ça s'écrit? Remove? Alors ça s'écrit Remove, Remove, alors remove.bg. Tu peux pas te louper. C'est Ok, supprimer l'arrière-plan, télécharger une image pour supprimer l'arrière-plan. Tu prends une image sur ton bureau, tu le télécharges sur le fichier et il va détourer l'image. C'est génial. Pour faire très bien. notamment des fichettes pour YouTube, tu vois, qu'on appelle ça des vignettes YouTube. C'est excellent. Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien. Bah écoute, on va tester cet outil. Écoute, Christian, il nous reste deux questions pour clôturer cet épisode. Ouais. Est-ce qu'il y a une vente dans ta carrière qui t'a marqué, Oui. mais surtout qui t'a appris quelque chose et dont tu peux nous partager un peu cet apprentissage? J'ai des anecdotes. Alors, est-ce que ça m'a appris quelque chose? Oui et non. Enfin, j'ai des anecdotes.
La dernière anecdote, c'est un client qui s'appelle Mega Optique, qui fait partie du groupe Essilor, qui Ouais. est un fabricant de verre pour lunettes, pour opticiens, bien sûr, lunettes à opticiens. Et bon, c'est des verres, je dirais pas entrée de gamme, mais c'est des verres moyenne gamme, parce qu'il y a des fabricants différents, dans le groupe Essilor, il y a 2 voire 3 fabricants de verres, voilà, avec des gammes de prix assez moyennes, mais de bonne qualité et de bonne facture. Et l'histoire a commencé de la manière suivante. C'était en 2017. Je prospecte, c'est une anecdote parmi tant d'autres, mais je prospecte, écoute-moi bien, hein. T'es accroché là? Ouais, je suis accroché à mon bureau. En porte à porte. Ouais. Non mais grave, on est à l'époque du numérique, du digital. Le monsieur Cotman, il prospecte en porte à porte, à l'ancienne. Je fais ding ding, bonjour, voilà, je me présente. Voilà, je viens pour la formation commerciale. J'aimerais savoir si qui est responsable de la formation commerciale chez vous. Je cherche à rencontrer la personne commerciale chez vous et si c'est un sujet, la formation de ces commerciaux sur lequel elle est sensible. Et la personne revient avec un numéro griffonné sur un morceau de table, de restaurant là, Ouais. avec un numéro de mobile et un nom et un prénom. Veuillez le rappeler à ce numéro-là. Je le rappelle, il répond pas. Je le rappelle, il répond. Il me dit qu'il n'est pas intéressé, mais que finalement ma démarche le plaît, que ma mentalité le plaît. Il accepte de déjeuner avec moi. On déjeune à la Défense ensemble, et puis bon, on fait connaissance. Et puis voilà, le feeling passe, tout va bien, mais je relance pas. Tu sais, moi, je n'insiste pas dans ces cas-là. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je marche au rythme du client. Et 6 mois Ouais. après, il m'appelle, il me dit, ouais, écoute, Christian, j'aimerais que vous formiez mes assistantes sur le plateau, parce qu'elles ont pas mal d'appels entrants pour gérer la gestion de commandes, mais on va leur demander aussi d'avoir des appels sortants. Et j'ai donc appelé un expert de la prospection téléphonique et moi expert de la relation client. On a joint nos 2 compétences ensemble, on a fait le propal et on a fait un bon chiffre d'affaires sur plusieurs semaines de formation. D'accord. Donc C'était tu une te fais un prospection, peu des, mais vraiment à ouais, l'ancienne. tu te fais un peu de porte-à-porte. C'est intéressant ça. Oui, non, mais attention, je dis pas qu'il faut le recommencer, mais parfois ça peut tellement surprendre que les gens ils s'y attendent pas. Et Ouais. du coup, ça leur donne une bonne première impression du mince. À l'heure du digital, il a vraiment envie d'y aller, lui, hein. Ou elle a Ouais. vraiment envie d'y aller. Donc pourquoi pas, Et- vous sortez d'un rendez-vous, vos produits et services concernent le plus grand nombre, bien sûr. Si vous vendez les machines à détourer ou à faire de la mécanique de précision ou d'usinage sur métaux, bon, c'est pas la peine d'aller prospecter une agence de com, elle sera pas intéressée par vos services. Mais si vous êtes dans les services, ben, pourquoi pas? Allez-y, vous sortez d'un rendez-vous, faites du toc-toc. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien du tout. Ouais, ça pourrait être d'ailleurs un épisode hyper intéressant, la prospection en porte-à-porte, B2B notamment. Donc si quelqu'un nous écoute et est spécialisé là-dedans, bah, vous êtes le bienvenu pour nous présenter ça. Ouais. Écoute, bah, merci Christian, bonne anecdote. Les commerciaux, ils vont se dire, ouh là là, il va nous mettre en porte-à-porte. Non, non, Je non, dirais, non, mais c'est une anecdote, t'es marrant. ouais, C'est pour rigoler, quoi. ouais, J'en ai d'autres, hein. J'en ai d'autres comme ça, des one-shot. Je rentre chez le client, j'ai tellement été bon sur là, parce qu'il y a des jours que j'étais bon, puis d'autres j'étais mauvais, hein, comme tout le monde, hein. Je ressors avec ouais, un montant de commande de 30 000 euros, par exemple, alors que c'était pas du tout prévu. La moyenne des ouais, commandes, c'était 2 000 euros. Tu vois le genre? Bon, ouais, voilà. très bien. Bon, j'en ai d'autres, hein, mais bon, j'ai pris celle-là parce que elle correspond plus à la période récente, quoi. Ouais, très bien. Mhm. Bah, super. Bah, Christian, dernière question pour finir le podcast. Si tu pouvais inviter quelqu'un, tu inviterais qui dans ce podcast? Alors, plusieurs personnes, Ouais, dont Guy Burkhardt, ouais, Burkhardt, qui est conférencier spécialiste de la relation client, qui est très marrant, qui est vraiment adorable, qui a plein d'humour. Tu passes 1 heure avec lui, t'es pris de rire. Et en plus, il a une vraie expérience. D'ailleurs, il a été interviewé dans l'avant-dernier The Live 100% Vente. Tu peux aller le voir. Guy ouais, Burkhardt, un petit monsieur chauve, comme ça, moi, tu le reconnais. Tu peux aussi inviter Michel Poulart, conférencier en optimisme. Alors, ces 2 conférenciers que je te nomme là,
sont des conférenciers de renommée internationale. Ce sont des D'accord. gens qui ont un très gros calibre au sens comme en reconnaissance dans le monde des affaires et on les appelle un peu partout dans le monde entier. Donc Michel Poulaert, ça s'écrit P-O-U-L-A-E-R-T, L-A-E-R-T, Poulaert, Michel Poulaert, Yves Jacob, avec lequel j'ai travaillé en prospection téléphonique, Yves Jacob, Allo Prospection, c'est sa boîte. Sinon, alors quelqu'un de adorable, de hyper attachant, qui est un véritable personnage, Christophe Margerie. Ouais. M-A-R-G-E-R-I-E. Ou alors tu fais hashtag les deux vieux, et tu as Christophe Margerie et Michel Grade, son compère de toujours. Ouais, Voilà. je les ai croisés sur un salon. Ils m'ont alpagué, donc on a discuté un peu ensemble. Donc on s'est déjà croisés, ouais. Ils sont adorables, adorables. C'est des gens qui ont le cœur sur la main. Alors là, pour le coup, on peut vraiment parler de cœur sur la main. Ouais. Et puis, voilà, bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais bon. Ah si, quelqu'un d'autre que tu peux inviter aussi. Alors, il y a Emmanuel Petiot. Bon, elle, c'est vraiment une spécialiste LinkedIn et du référencement SEO, marketing digital. Il Ouais. y a aussi Christopher Piton qui a écrit le livre À la conquête de LinkedIn. LinkedIn, Christopher Piton. Qui ça encore qui a Ah voilà. Je vais peut-être m'arrêter Ok. là. Ok. Oui, ça me fait beaucoup de. Là, j'ai rempli ma grille pour les prochains mois. Ah si, il y a aussi Laurent HJ et plus loin Desmet. Oui, Laurent Des... bah écoute, il est invité, lui, donc il doit passer bientôt dans ce podcast, Voilà. donc il va arriver bientôt. Voilà, bon écoute, là aussi tu vas passer un agréable moment avec lui. Il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre à son contact. Jean-Pascal Mollet, tu connais, Olivier Guérin, Olivier Cussac, voilà, tous ces gens qui font partie de la Dream Team de LinkedIn, Ouais. voilà, des vendeurs. Ok, bah écoute, très bien, Christian. Ils recevront tous une invitation pour passer sur le podcast. Écoute, merci beaucoup pour cet épisode finalement qui a duré, tu vois, je t'avais dit 3 quarts d'heure. Bah, on a un tout petit peu dépassé, mais on est bon. Mhm. Je te souhaite une très bonne continuation. Si les gens veulent te joindre, ils peuvent passer par LinkedIn, ça te va? Oui, très bien, voilà, il n'y a pas de souci. Donc Christian Kotman sur LinkedIn. Ah, vous notez. N'hésitez pas. Ouais, pardon. Oui, Christian, mon Cotman, c'est vrai que c'est pas mon orthographe de mon nom, c'est K-O-T-M-A-2-N. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Christian si vous avez des besoins d'accompagnement pour vos équipes commerciales. En tout cas, ce fut un plaisir de t'inviter sur le podcast. Vous Merci. pouvez le noter 5 sur 5 avant de partir vous promener avant le couvre-feu. Et bah, écoute Christian, à très bientôt alors, hein, on te réinvitera d'ici quelques mois pour parler d'un autre sujet sur la vente. Ah, avec plaisir. Merci beaucoup, Alexandre, avec plaisir. Allez, à bientôt Christian. À bientôt, Alexandre. Voilà, l'épisode est fini. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast afin de me faire remonter sur les classements. Allez consulter le site vive.fr pour voir nos outils d'enregistrement vidéo et de coaching autour de la vente à distance, vente à travers l'écran, vente par visio ou par téléphone. Ça peut vous intéresser dans l'augmentation des performances de votre équipe commerciale. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de sujets, de podcasts ou si vous voulez passer dans le podcast pour parler de la vente.